je vous remercie infiniment de votre présence et pour cette soirée fort agréable avec des artistes et une romancière de talent, Michel Dassas, qui va nous dédicacer son livre sur Marie Renard, voilà. Et puis aussi notre poète, artiste peintre Hugues de Vendôme. Et nous avons eu aussi Marc de Dulmen, qui est journaliste VIP et qui est le fils de l'égérie de Dior. Consacre sa vie. D'une ex-égérie. Auprès des générations plus jeunes, absolument. Donc vous connaissez Granville? Bien sûr. Oui. Et elle, c'était du temps où il y avait, ce sont des mannequins de cabine. C'était bon, c'était encore un autre style. C'était très artistique, très raffiné. Voilà. Donc, mais bon, et votre maman était originaire. Ça me fait plaisir que vous en parliez, Madame Lebrun, parce que ça veut dire qu'il y a une suite. Oui. Une visite que vous avez faite avec nous. On a fait un comité VIP restreint. On avait fait une visite privative, comme j'en fais presque tous les mois, de la Galerie Dior à Paris, et quand on a le temps, du musée Saint-Laurent. On a rarement le temps de faire les deux. Et pour ceux qui peuvent, c'est rare, c'est une fois par an. Les Ramblas. Voilà, on va au Rumb. Les Rhum. Je dis Ramblas. Oui, on va au Rumb. À Granville. À Granville. Le beau jardin. En face du château de la Crête. Effectivement. Pas loin du golfe. Visite, Marc, c'est quand? La prochaine visite Dior, c'est quand? Alors, là, au mois d'avril, à la fin du mois, il y a la nouvelle session au vrai musée Dior, qui est à Granville. Il n'y en a qu'un. Même si le directeur de la galerie dit que le musée est à Paris, et il a dit l'autre, rien. J'ai dit c'est quand même le musée. Le musée est là, c'est la maison où a grandi et pas où est né Christian Dior. Et il y a effectivement maintenant une galerie qui est depuis avril 2022, depuis 3 ans, qui est énorme et qui effectivement on peut faire office de second musée. En plein Paris, à côté de rue François 1er, pratiquement à l'angle de Montaigne, là où il y a la grande boutique. Voilà. C'est la maison entière que cette femme a achetée pour faire au rez-de-chaussée, je crois, une grande galerie. Elle a racheté la maison où vivait Dior. Qui, où? À Granville. Ah oui, mais la maison a été rachetée par les parents. Tout était racheté. Alors qu'il était tout petit. Ouais. Il n'est pas né là, il est né à côté. Non, mais il a vécu dans cette maison. Oui, d'ailleurs, à l'époque, ce qui est très drôle, c'est que... Je parle pas des Roms, hein. Je parle de la maison qui est dans le centre de Granville. Oui, la maison dans le centre. Et effectivement, et d'ailleurs, à l'époque, Christian Dior avait très mauvaise réputation. Christian Dior. Les parents Dior avaient... Le père Dior avait très mauvaise réputation, puisque aujourd'hui, c'est les parfums les plus goûtus du monde, enfin. Avec d'autres. Enfin, c'est quand même les 5 principaux et réputés pour leur odeur. Et à l'époque, ça puait à Granville, puisque le père a fait fortune dans les engrais. L'eau de Javel. C'est lui qui a inventé l'eau de Javel. On a du mal à imaginer que son fils ait fait des parfums après l'eau de Javel. L'eau de Javel, c'est lui, le père. Puis en toute la ville de Granville, qui a quand même été... Marc, si nous revenions à votre maman... Oui, plutôt qu'aux engrais. Et la lessive Mais c'est un tout, hein, c'est un tout. Oui, pour ce que vous faites, pour votre maman, parce que là, vous la faites revivre à travers tout ce que vous faites. Et c'est formidable. Elle était, voilà, lorsqu'elle est arrivée à Paris, elle était d'origine russe. Elle est née chinoise, parce qu'elle est née en Chine. Oui. Oui, c'est une sorte de protectorat. C'était la ville de Harbin qui avait accepté, en fait, qui regroupait tous les Russes blancs qui s'étaient enfuis après la Révolution. Beaucoup étaient partis là-bas. Je ne me demandais pas pourquoi, mais c'était là-bas, et c'est quand même au nord-est de la Chine, en Mandchourie, là où il fait très froid en hiver, moins 45, il y a des super sculptures en ce moment de glace qui sont connues. Et voilà, et mes parents ont été obligés, enfin toute ma famille a été obligée de partir au moment où les Japonais sont arrivés en 36, pour les années 36-37, pour en faire le Manchukuo.
transformé la Mandchourie en Manchukuo, Vous allez à Nanjing. avec le fameux film de Puyi, hein, Oui. de Dernier Bertolucci, empereur. avec Dernier Empereur, donc c'est un peu tout ça. Oui. Et ma famille et d'autres sont tous partis, et comme mon grand-père maternel, donc le père de ma mère, que je n'ai pas connu, et pour cause, il avait 32 ans quand il a mis enceinte ma grand-mère de 15 ans. Donc elle a eu ma mère à 16 ans, on peut dire que c'était un peu un mariage forcé. Et il a profité de la situation, bon bref, ils se sont mariés. Et en fait, comme il était le fabricant, le constructeur du trans-manchourien, oui, qui était une traverse qui regroupait le trans-sibérien Ouais. et l'Orient Avec Express. Vladivostok. Voilà, et donc, grâce à ça, ils ont constitué un train, comme dans les films, hein, vous imaginez Dr Zhivago, ou le dernier série Trotsky, avec les trains blindés, les cavaliers, la totale. Et donc ils sont partis, avec les soldats, les machins, wagons fumoirs, wagons bidules. Le train a été bombardé par les Japonais, et ma grand-mère a perdu une de ses deux sœurs, et son petit chien. Et elles ont continué avec des calèches, et les Cosaques qui les aidaient. C'est très romanesque, et puis ils se sont enfuis pour arriver finalement à Shanghai, où ils sont restés quelques mois. Avant C'est à quelle année à Shanghai? 36. 36. Ouais, donc Il y avait encore 35-36. les concessions européennes à cette époque. Oui, oui, tout à fait. Et donc c'était stable, Ouais. Shanghai, et donc C'est ils ça. ont pu après s'échapper, enfin même pas s'échapper, partir tranquillement avec un bateau, Ouais. avec des billets de 3e classe, et ils ont fini en première classe à l'arrivée. Et quand les commandants ont appris tout ça, Génial. et c'était l'arrivée en France en 36. Et petite anecdote parmi des milliers, donc le nom de famille c'était... Alors ma grand-mère, comme elle était russe, puisque son père était un des commandants de la garde du Tsar à Saint-Pétersbourg, donc il s'appelait Mikhailov. Comment? Mikhailov. Et donc, mais comme elle était mariée à un Kazakh, du coup, eh bien elle s'appelait Ilitchun. Donc quand elle est arrivée en bas, vous imaginez tous les films, Il était une fois l'Amérique, Ouais. c'est un peu pareil. Version russe. Oui, version russe. Donc ils arrivent et puis il y a tous les migrants avec le type avec le mot. Alors comment vous appelez Ilitchun? Le type il dit à vos souhaits. Non mais c'est vrai nom. Alors il a marqué phonétiquement quelque chose et donc c'est devenu le nom officiel. Donc il y a plusieurs orthographes possibles avec O, sans O. Il donne quoi comme le nom? Ilitchun. Ilchun ou Ilitchun. Ilitchun. Ilitchun ou Ilchun. Oui. Voilà, ça dépend comment on le prononce, mais alors, évidemment, phonétiquement, Oui. à la française, ça peut être écrit de 3 ou 4 façons différentes. Ça a été écrit d'une certaine façon, puis après, ça a été complètement changé suivant les gens. Les Kazakhs le mettent à leur sauce, les Russes le mettent à leur sauce, etc. Mais déjà, il y a un antagonisme un peu entre les deux pour la reconnaissance de ma Mais mère. ça, Mais je rentre pas dedans. chinois, ça. Oui. Voilà. Donc Oui. c'est en pinyin, après en phonétique. Oui, oui, parce que justement, c'est la phonétique. Mais en fait, c'était un prénom kazakh. Mais en fait, mon grand-père, qui était né au Kazakhstan, ça n'existait pas. C'était le Turkestan. Et la ville s'appelait Vierny, avant Almaty. Là, vous parliez d'Almaty tout à l'heure. Quelqu'un qui en parlait. Voilà. Ah non, c'est... Oui, oui. Oui, là-bas. Voilà, donc c'était Almaty. Hein. Mais après, avant, c'était Vierny. Et c'était l'Empire soviétique. Ouais. Mais le Ah oui. Kazakh. C'est comme mon père, qui est né polonais, mais en fait, il n'est pas né polonais. C'est la Russie orientale. Il est né dans l'Empire russe. Et 2 mois après, c'était à nouveau la Pologne. Et comment Fabuleux, votre maman c'est a été remarquée pour devenir mannequin de chez Dior? Mais vous pouvez nous dire, Marianne Drap, puisque j'ai fait un speech là-dessus que vous avez suivi avec tous mes invités. Et Oui. vous étiez très attentive. Oui, oui, j'étais C'est attentive, long, mais c'est compliqué. c'est plutôt... Donc vous avez connu Anacréon? Ouais, moi je l'ai rencontré aussi, et son frère qui était curé. J'avais 5 ans. Comment c'est un pur hasard. Donc ma mère était toute petite, elle était arrivée à 9 ans. Donc elle a fait sa scolarité ici. Elle a fait la fin de sa scolarité pendant la guerre. On lui a même prêté des intentions de résistance alors qu'elle était gamine, elle était après ado et ado. En fait, elle s'est contentée de passer des petits mots dans la pompe à vélo. Ça n'allait pas plus loin, mais c'était déjà bien pour certains. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'après la guerre, bon, tout le monde crevait la dalle, ils étaient très maigres, il fallait reprendre des études, elle venait d'avoir son bac, elle ne savait pas quoi faire, elle voulait surtout pas faire dactylo, donc elle était un peu artiste. Alors elle a été remarquée pour être embauchée à l'ouverture du Lido. Lido 47, ouverture. Donc elle a accompagné des copines qui étaient danseuses, qui étaient mannequins déjà, un peu partout, enfin en Belgique une fois en Suède, et en France, ben, elle faisait elle rigolait. Et en fait, elle a été remarquée pour être embauchée au Lido, qui a donné son accord. Et un jour, elle a remplacé
une amie qui m'a dit, je devrais faire un casting chez Dior, je peux pas, vas-y à ma place pour voir comment ça se passe, tu vas avec une autre amie, et cette autre amie, elle va postuler, toi tu vas voir pour toi. Et donc elle a passé son temps à regarder les mannequins, à discuter avec un type, avec un peintre en blanc, qui avait une sorte de stick, et donc ça a duré toute la journée, le casting. Et le lendemain, elle a reçu un coup de fil qui lui a dit, vous venez au bureau, il y a quelqu'un qui veut vous voir. Et donc elle rentre on l'indique, Monsieur Dior veut vous voir, voilà, tac, tac, tac. Elle arrive, elle rentre dans le bureau, et elle dit, mais c'est vous? C'est avec vous, j'ai discuté toute la journée. Et en fait, elle l'a pris pour le chef des peintres. Non. Parce qu'il était en blanc, avec sa blouse comme les peintres, puisque c'était en plein travaux, avec sa badine. Et donc elle ne savait pas qui c'était. Ils ont discuté de tout sauf de mode. Donc à ce moment-là, il lui a dit, on va faire quand même un essai, parce que je ne vais pas vous engager comme ça. Vous voudriez? Alors elle a dit, je ne sais pas. Donc on l'a peinturluré, on l'a mis serré, elle n'a pas aimé trop au début, avec des petits souliers, tout. Elle a défilé tant bien que mal comme elle a vu. Et il a dit, c'est bon. À te juger. Ça vous plaît? Elle a dit, je ne sais pas. Comment ça, vous ne savez pas? Vous ne voulez pas travailler avec moi? Si vous voulez. Et c'était emballé, pesé, et c'était fait. Elle a fait partie des toutes premières du premier staff. Et comme Dior était très superstitieux, c'est extraordinaire, absolument. Enfin, un port altier, mais c'est pas du tout, mais ça n'a rien à voir avec les mannequins que nous avons actuellement. Mais non, mais elles étaient autorisées à l'époque à être très personnelles, à sourire, à faire des clins d'œil, des petits signes, etc. Ce qui n'est totalement interdit aujourd'hui. Voilà, quand je suis invité de temps en temps à certains défilés, je fais très peu, mais j'ai l'impression d'être dans Star Wars, la guerre des clones. Ils défilent tous comme ça, tac, 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 tac. Ça tourne en rond, ça tourne en rond, ça tourne en rond. Une tenue, deux tenues, trois tenues, les hommes, les femmes, etc. Basta, et hop, terminé. Tout le monde, c'est pareil. C'est plus du tout la même chose. Vous avez vu le film? Qui a vu le documentaire sur ma maman? Sur ma maman. Il est sur Netflix? 52 minutes? Tu t'es tapé 52 minutes tout seul? Il l'a envoyé. Non. Tu as dû avoir un petit extrait. Un tout petit extrait. Sur Arte? Tu as dû avoir un tout petit extrait. Mais c'était marrant. Voilà, on va être obligé d'organiser la projection. Non, je n'en vois pas. Je ferai ça à domicile, j'invite des gens. Tiens, on va faire ça à la maison la prochaine fois. Étienne, on n'a pas fini de... Je vous félicite pour ce que vous faites là, vous faites vivre votre maman. Votre maman est toujours là. Je retrouve un peu la même optique chez monsieur le descendant d'Alexei Belkov, c'est ça? Belkov. Oui, vous avez la même démarche comme monsieur Ivan Begov. Qui parle qui fait revivre son papa et son œuvre, et vous faites revivre votre maman qui était la incroyable. Et ce qui est drôle, c'est mannequin Dior, absolument. Il y a trois femmes qui s'appellent les sœurs Nakip Bekova, donc les Bekova Sisters, oui, qui étaient kazakhs, donc en Union soviétique, qui se sont échappées de l'Union soviétique 2 mois avant la chute du mur. Donc elles ont pris énormément de risques, finalement, alors que finalement, dans les mois qui ont suivi, enfin plusieurs mois quand même après, la situation c'est... 91. Oui, il a fallu à peu près 1 an et demi, 2 ans, avant que ça implose aussi. Mais elles ont pris d'énormes risques, et elles sont maintenant des grandes concertistes, c'est un trio très célèbre. Alors évidemment, elle a vieilli, puisque 80... Piano. Oui, piano, cello et violon. Et violon. Eh bien, je vous remercie d'être présent à cette soirée et de nous avoir parlé de votre maman. Alors maintenant, nous allons... C'est moi qui vous remercie surtout. Je vous en prie. Et là, nous allons, ceux qui le souhaitent, avoir le livre de Marie Renard, écrit merveilleusement bien par Michel Dassas. Donc, elle vous le dédicacera. Donc... c'est à vous de... Voilà, je vous laisse avec Michel pour son livre, ceux qui souhaitent en avoir un. Voilà, elle en a quelques-uns là à dédicacer. Bravo. Bravo.